Ligne droite. We will make America great again. Spéciale présidentielle américaine. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes en beauté pour parler de cette élection présidentielle ce matin. C'est parce que je suis heureuse. J'espère que tous les auditeurs le sont aussi, je n'en doute pas. Merci donc d'être avec nous ce matin. On continue cette édition spéciale élection américaine. Et donc pour en parler avec nous, Charles d'Anjou, bonjour. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous. Vous êtes président fondateur d'Omerta Média et on est ravis de vous recevoir puisque justement le dernier numéro d'Omerta traitait de cette question américaine. On parlait beaucoup des ingérences, du rôle de Trump dans la politique américaine. Alors pour commencer, peut-être une réaction à ces résultats d'élection qui pour l'instant sont très tranchés, là où tout le monde justement annonçait des résultats plutôt serrés et donc une polémique qui aurait dû enfler les jours qui viennent. Oui, absolument. On parlait ce matin de la victoire de Donald Trump. Moi, je pense que c'est pas une victoire, c'est vraiment une vague rouge qui déferle sur l'Amérique. Et à cela, il y a deux raisons. D'abord, une très mauvaise campagne de Kamala Harris qui n'a pas compris les problématiques fondamentales des États-Unis, c'est-à-dire l'économie, l'immigration. Et puis ensuite une campagne essentiellement tournée vers le wokisme et thématique qui est aujourd'hui largement rejetée par une majorité d'Américains et qui a fait pencher dans la balance du côté de Donald Trump, y compris des électeurs qui n'aimaient pas forcément le personnage, mais qui, effrayés par les dérives et par la politique démocrate, ont choisi de soutenir Donald Trump. Finalement, au-delà de l'élection de Donald Trump, en tout cas, les résultats ne sont pas décisifs, mais c'est quand même ce qu'on peut présager désormais, c'est vraiment la fin du wokisme à laquelle on est en train d'assister. On voit qu'on se heurte justement aux limites de l'idéologie. Absolument, et puis il faut noter aussi que le Sénat vient de passer très largement plus que d'habitude du côté républicain, et donc ça présage en fait d'un Donald Trump qui aura les mains absolument libres pour mener la politique qu'il souhaite et qu'il a annoncée. Et effectivement, si on parle du wokisme, Trump a été très clair. En particulier d'ailleurs son duo avec Vance le laisse présager. Ils vont remettre de l'ordre dans la politique américaine, que ce soit dans l'économie, dans l'immigration, mais aussi sur toutes les problématiques sociétales. Justement, quand vous parlez de ce Sénat qui passe du côté républicain, c'est vrai qu'ici en France, on a tendance à se dire, quand bien même demain on aurait un président de droite, quand bien même demain Marine Le Pen arriverait au pouvoir, finalement, elle ne pourrait pas faire grand-chose puisqu'elle est justement très contrainte par la loi, par l'Union européenne. Dans le cas de Donald Trump, c'est pas le cas. Aujourd'hui, s'il veut à nouveau reconstruire un mur à la frontière du Mexique, il le fera quoi qu'il arrive. Bah là, il aura les mains libres comme il ne les a jamais eues, puisque aujourd'hui, 56 sénateurs républicains, ça n'est jamais arrivé, ça ne lui est pas arrivé pendant sa première présidence lorsqu'il a été élu en 2016. Donc là, il a tous les indicateurs pour lui sont au vert pour mener la politique sur laquelle il s'est engagé très clairement. C'est vrai que Kamala Harris a maintenu le flou sur un certain nombre de sujets, la politique internationale par exemple, ou l'économie ou l'immigration. Mais Donald Trump, il a annoncé clairement la couleur. Donc les électeurs qui ont voté pour Trump ont voté pas seulement pour sa personnalité, ils ont voté pour la politique qu'il entend mener. C'est effectivement plutôt une bonne nouvelle. Alors malgré tout, même si justement l'opposition est minime, malgré tout, elle va être très très coriace. On en discutait tout à l'heure, par exemple, on a un premier député transgenre aux États-Unis. Donald Trump va se heurter à une opposition plus déterminée que jamais. Oui, parce qu'en fait, le Parti démocrate s'est radicalisé. J'en parlais l'autre jour avec Béatrice Rosen qui connaît bien les États-Unis. En fait, le Parti démocrate s'est radicalisé autour de des questions woke, des questions sociétales. Ce qui a produit pour effet le départ d'un certain nombre d'électeurs qui traditionnellement votaient démocrate et qui aujourd'hui qui se sont mis en position d'attente et qui ont fini par voter Donald Trump. Mais c'est vrai que le Parti démocrate, là vous parliez du premier sénateur transgenre qui s'appelle Sarah McBride. Les auditeurs peuvent regarder sur Google ce que ça donne. C'est pas terrible. Et en fait, les démocrates se sont radicalisés. Mais pas la radicalisation, elle est aux États-Unis, mais elle est surtout en Europe, en fait, puisque ce qui risque de se passer à partir d'aujourd'hui ou de demain, c'est que les Européens
vont devenir plus démocrates, plus radicaux que les démocrates américains. On voit bien ce qui est en train de se passer. Je pense que l'opposition à Trump, compte tenu de la majorité au Congrès et au Sénat, elle sera plutôt en Europe. Alors c'est ce que j'allais vous demander, cette élection de Donald Trump, beaucoup s'en réjouissent en Europe. Concrètement, qu'est-ce que ça va produire chez nous ? On a coutume de dire justement que ce qui se passe aux États-Unis arrive 10 ans après en France. Est-ce qu'on doit attendre 10 ans avant d'avoir notre Donald Trump ? Est-ce que ça va provoquer les choses plus rapidement que prévu ? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Donald Trump n'est pas français et nous ne sommes pas américains. Donc Donald Trump va faire la politique qui correspond aux intérêts des États-Unis. Donc ça peut, espérons-le, converger avec les intérêts français dans un certain nombre de cas, mais c'est pas une politique qui sera faite pour les patriotes français ou il va conduire la politique qui correspond aux intérêts américains. Maintenant, sur un certain nombre de sujets, on peut penser qu'il y aura certainement une inflexion, notamment en termes de politique internationale. Peut-être que les Américains vont retourner à une politique plus raisonnable et je dirais moins mondialiste, moins cosmopolite. Maintenant, en France, on voit bien la réaction et à quel point j'entendais tout à l'heure Raphaël Glucksmann, toute la doxa politico-médiatique saisie d'urticaire à l'annonce des résultats. On voit bien que l'élection de Donald Trump dérange et que ils vont chercher certainement à lui tenir la dragée haute, voire à lui faire une guerre quasiment idéologique durant les 4 prochaines années. On pouvait lire ce matin dans France Info que Donald Trump n'avait jamais caché ses sympathies pour Vladimir Poutine. Est-ce que cette élection, elle va être ce qu'on appelle un game changer dans le conflit russo-ukrainien ? En fait, je crois qu'il y a quelque chose qui rapproche Donald Trump de Vladimir Poutine, mais aussi on pourrait parler du président chinois ou d'un certain nombre de dirigeants dans ce monde, c'est que ils sont restés des hommes normaux. C'est-à-dire que chacun a un passé, a une histoire, a du vécu, a une expérience et a des convictions. Et finalement, c'est plus facile de se parler quand on a ce profil-là plutôt que quand on a des espèces d'êtres hybrides qui n'ont pas vraiment d'idéologie ou qui ont une idéologie, on parlait du wokisme, qui va à l'opposé de ce que sont ces dirigeants mondiaux. Alors, ça ne veut pas dire que Donald Trump va laisser l'Ukraine à Vladimir Poutine, pas du tout. Ce sera à mon avis un processus qui sera long. Les Russes vont continuer à faire la guerre parce qu'en ce moment, ils ont l'avantage sur le terrain, donc ils vont pousser un maximum. Donc il y aura une négociation qui sera âpre. Donald Trump ne va pas livrer l'Ukraine aux Russes facilement. Ce sera une négociation d'ailleurs dans laquelle il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a un certain nombre de questions internationales. Mais avec Donald Trump, qui est un pragmatique, eh bien le deal est possible. Et les Russes sont aussi des gens qui aiment les deals, et Poutine en particulier aime les deals. Et quand il y a une poignée de main, ce que Poutine sait et ce que Donald Trump sait, c'est que quand ces deux présidents se serrent la main, ça veut dire quelque chose et c'est pas comme Emmanuel Macron qui discute avec Vladimir Poutine au téléphone, enregistrant la conversation avec 2 journalistes du Monde à côté pour ensuite diffuser l'enregistrement publiquement. Ça, c'est le genre de choses qui ne se font pas, vous voyez, quand on a Trump ou Poutine ou d'autres, ça ne se fait pas. Voilà, ils se respectent et ils ont les mêmes codes, c'est le plus important. Ouais. Concernant le conflit en Israël, justement, alors là, pour le coup, la position de Kamala Harris et celle de Donald Trump n'étaient pas a priori drastiquement divergentes. Les deux affichent quand même un soutien certain à Israël. Néanmoins, Kamala Harris s'était quand même prononcée plusieurs fois concernant la Palestine, a été assez compatissante pour cette situation. Qu'est-ce qui pourrait se produire justement dans ce conflit ? Alors la Palestine, c'est particulier parce que le soutien inconditionnel à Israël vaut pour les démocrates comme pour les républicains. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait des changements radicaux à attendre sur le fond. En revanche, c'est vrai que la personnalité de Donald Trump est plus à même d'imposer un bras de fer, un semblant de bras de fer avec Benjamin Netanyahou que Joe Biden. Ouais. Il est plus charismatique, il est plus volontariste, il a plus d'énergie et surtout il est prêt au rapport de force y compris avec ses alliés. Ce que n'a jamais fait vraiment Joe Biden, qui a laissé à Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, le soin de discuter avec Netanyahou, mais ça n'a en fait pas donné grand-chose à part des éléments de langage pour essayer de faire croire qu'il y avait des éléments de négociation ou qu'on essayait de calmer les Israéliens concernant la bande de Gaza ou
le Liban, il n'y avait pas grand-chose. Donald Trump est plus... Je dirais que le jeu est plus ouvert, rien n'est exclu. Voilà. Vous parlez de ce bras de fer qu'il est capable de tenir, y compris avec ses alliés. Est-ce que ça ne va pas continuer de diminuer notre influence au sein de l'OTAN ? Est-ce qu'on ne va pas être plus soumis que jamais justement aux Américains ? Le problème, c'est que l'OTAN, c'est un instrument de la politique étrangère américaine, de la politique de défense. Donc, quand on est dans l'OTAN, on est de toute façon soumis aux États-Unis. Donc, non, ce dont on entend parler aujourd'hui, c'est qu'évidemment, comme Donald Trump va être élu très largement et qu'il y a un véritable plébiscite aux États-Unis autour de lui, eh bien, les Européens qui, eux, vont rester, enfin, les dirigeants européens qui, eux, vont rester avec leur idéologie de mondialisme, de cosmopolitisme et de wokisme, et bien de libéralisme débridé, et bien eux vont rester avec leur idéologie et vont essayer de constituer ce qu'ils appellent, là j'entendais ce matin, l'Europe puissance, sauf que l'Europe n'en a pas les moyens. On n'a pas les moyens financiers, on n'en a pas les moyens industriels, et fondamentalement, qu'est-ce qui réunit les intérêts des pays baltes, de ceux de l'Italie, de l'Espagne et de la France, pas autant de choses que ce qu'on pourrait nous faire croire. Les Européens semblent très préoccupés de ce qui se passe aux États-Unis. On le voit, y compris en France, tout le monde a suivi de près cette élection. Est-ce que Donald Trump et les républicains américains pourraient de la même façon s'intéresser à ce qui se passe en Europe et soutenir cette forme de vague justement plutôt identitaire ? Je crois que déjà, à mon avis, il faut être clair. L'Europe n'est pas du tout dans les priorités de Donald Trump. Trump, il veut parler aux Russes, il veut parler aux Chinois, il veut parler aux Iraniens, les dirigeants européens, Olaf Scholz à la limite, mais Emmanuel Macron, il a très bien cerné le personnage. Ursula von der Leyen, c'est pareil. Donc, je crois que ça les intéresse pas beaucoup. Pour qu'ils puissent s'intéresser à ce qui se passe ici, il faudrait aussi que il y ait aussi ici une prise de conscience et puis une adhésion autour de ce qui a fait l'élection, des valeurs qui ont fait l'élection de Donald Trump. Alors, dans la sphère médiatique non mainstream, on voit bien que c'est en train de prendre ce que vous faites, ce qu'on fait chez Omerta ou sur d'autres médias. On voit bien que les gens se mobilisent et qu'on progresse beaucoup. Maintenant, dans la sphère politique, il y a toujours une course à la modernité dans les partis de droite, des partis dits patriotes, c'est-à-dire qu'ils courent toujours après ce qui se fait à gauche ou ce qui se fait au centre, etc. Parce je pense qu'il y a un complexe un peu inhérent à tous ces gens qui ont été rejetés pendant des années, qui ont l'impression qu'il faut... ils ont toujours été has-been et qu'il faut qu'ils se mettent à la page, etc. D'où un certain nombre de prises de position, y compris sur l'Ukraine, totalement grotesques et opportunistes et court-termistes. Puisque là, on va voir que la politique avec l'Ukraine risque de changer avec Donald Trump. Mais voilà, c'était un peu une course à l'échalote sur ces thématiques. Je suis pas certain que les Américains vont observer. Je suis pas certain qu'il y ait un vrai soutien, un vrai appui de Trump et du Parti républicain en Europe. Ils l'ont jamais fait. Donc, par contre, ce qu'ils ont réussi à faire là, ça peut inspirer effectivement. Les sphères de droite, les sphères patriotiques en France, oui. On vous réinterroge dans un instant, Charles d'Anjou. Avant ça, on va vous passer en direct justement une info, puisque c'est une émission spéciale, donc on essaie de vous faire suivre les résultats au plus près. C'est un son Fox News, écoutez. The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. Voilà, bon. Alors, la traduction rapide, Fox News annonce que donc, Donald Trump est le nouveau président américain. Il l'affirme désormais. C'est la première chaîne à l'annoncer, Franck ? C'est la première et même la seule pour le moment. Les autres restent beaucoup plus prudents et on sait que Fox News a forcément fait monter les enchères pour être les premiers dans la course. On va continuer à regarder ça. Charles d'Anjou, cette victoire de Donald Trump, c'est une défiance aussi vis-à-vis de tous ces médias qui annonçaient des scores très serrés, qui ont essayé justement de tacler Donald Trump durant toute cette campagne. Aujourd'hui, c'est le retour de la politique de terrain face justement à toutes ces bulles médiatiques qu'on essaie de faire gonfler. Les médias français, mainstream, ont Donald Trump dans le viseur depuis 2016, depuis sa première élection. Pas tellement pour son parcours, mais pour ce qu'il représente, c'est-à-dire un patriotisme qui soit protecteur, qui se soucie
de l'intérêt national américain et qui soit contre toutes ces valeurs wokistes qui représentent aujourd'hui une sorte de nouveau conservatisme. Ça leur est insupportable depuis 2016. En 2020, il est battu, on le pensait mort, et puis là, il revient, c'est la remontada. Il leur donne tort sur tous les points, et je le disais en introduction, c'est pas une victoire, c'est une vague. Ouais. Avec le Congrès et le Sénat républicain. Et ça, je pense que ça va être vécu comme un traumatisme aujourd'hui et pour les semaines et mois à venir par tous les médias. J'entendais hier l'émission sur BFM, mais on peut aussi parler d'ailleurs d'autres chaînes, y compris d'ailleurs CNews. Il y avait vraiment c'était du Trump bashing à longueur d'émission, quoi. C'est-à-dire que c'était le has-been, le machiste, le fasciste. J'ai entendu qu'il était nazi hier, je ne sais plus qui disait ça, ils sont plusieurs à avoir dit ça, qu'il était nazi. Enfin, on voyait l'hystérie des milieux féministes, des milieux woke, des radicaux aussi, de tous les présentateurs et commentateurs sur les plateaux de télévision. C'était assez drôle. Je pense qu'ils étaient convaincus qu'ils perdraient parce que Kamala Harris, c'était la candidate des bobos et de la jet set. Et donc pour eux, pour ces gens qui en font partie, eh bien c'était la candidate idéale. Elle pouvait pas perdre. Il y a une dimension très populiste dans cette élection. On parlait de la jet set, des bobos. Il suffit de voir la fin de campagne de Kamala Harris. Bon, je disais, elle n'a parlé ni d'immigration ni d'économie dans sa campagne, ce qui est une grave erreur puisque les usines, comme en France, les usines aux États-Unis continuent à fermer. Donc elle n'a pas parlé des vrais sujets. Et puis ensuite, elle a fait une fin de campagne où on a vu les artistes, Beyoncé, enfin toute la clique présente dans les parties fines de Puff Daddy monter au créneau et faire des concerts pour la soutenir. Et je pense que c'est un peu comme en France. En fait, le peuple américain profond, comme les Français des campagnes ou de provinces, voilà, qui ont conservé du bon sens, et en regardant cette exposition de débauche, de vulgarité et de personnes de nantis qui en fait de bourgeois qui en fait ne se préoccupent pas des préoccupations, des problématiques populaires, des problématiques récentes. Je crois que le lait infantile a pris 100% d'augmentation aux États-Unis, donc il y a quand même une situation sociale, économique qui est grave. Toute cette clique, toute cette caste n'en a strictement rien à faire, et c'est un peu la même chose en France d'ailleurs, c'est ce qui les rapproche. Alors est-ce que cette gauche qu'on a en France et même plus largement en Europe ne pourrait pas s'inspirer de cette défaite pour éviter de commettre les mêmes erreurs et donc peut-être reculer sur tous les sujets woke et sur cette radicalité woke? Mais comme souvent, l'impulsion idéologique est donnée aux États-Unis, elle arrive en Europe, elle est reprise avec un temps de décalage, et ensuite elle devient plus forte quasiment en Europe. Là, c'est un peu... Ce qui risque de se passer, en fait, c'est que si les démocrates font une analyse froide, pragmatique et réelle de ce qui s'est passé, ils vont lâcher le wokisme et ils vont revenir à une politique, je dirais, plus centriste, qui était celle du couple Clinton ou de Barack Obama. C'est la seule manière pour eux de revenir dans le jeu, parce que le wokisme ayant été trop loin aux États-Unis, on le voit bien. Enfin, aujourd'hui, il y a des hommes qui se prétendent femmes qui intègrent dans les prisons les cellules des femmes. Donc, il y a une multiplication des agressions sexuelles, des viols, etc. Dans le sport, c'est exactement la même chose. Ouais. Pour gagner, certains hommes qui n'ont aucune chance en catégorie masculine se mettent en catégorie féminine pour gagner, et c'est dramatique d'ailleurs pour les femmes. On en a parlé dans le cadre de la boxe. Voilà, ça c'est aux États-Unis. Beaucoup d'Américains, vraisemblablement, ont compris que ça allait trop loin et qu'il fallait arrêter. En France, on n'a pas encore compris. En France et en Europe, on n'a pas encore compris. Et pire que ça, je crois que les élites françaises, enfin une partie des élites françaises, on le voit bien dans la politique, que ce soit à l'extrême gauche ou dans le camp de Macron, ont vraiment ça fait partie de leur ADN politique. Ouais. Le wokisme, le progressisme font partie, avec des nuances entre l'extrême gauche et la Macronie, mais ça fait partie de leur ADN politique.
On présente beaucoup Donald Trump comme le président de la paix. On comprend bien qu'il va essayer de restreindre ses interventions armées dans le monde. Néanmoins, il reste aussi la partie cachée, celle des ingérences, que vous traitez donc dans votre dernier numéro. On a le cas de la Géorgie récemment qui a vécu des élections décisives et on voit l'influence de Washington dans ces élections. La Géorgie qui est un pays clé justement pour les États-Unis dans leur rapport avec la Russie. Est-ce que Donald Trump, même s'il va rechercher la paix militairement, ne va pas accentuer justement tout ce travail d'influence dans l'intérêt des États-Unis ? Alors ce travail d'influence, il est présent que le président soit républicain ou démocrate. C'est une constante. C'est-à-dire que les réseaux américains en France, là en ce moment, ils sont beaucoup plus marqués côté démocrate. Mais ça a toujours existé et les Américains sont des pragmatiques et donc ils ont des pions partout et quel que soit le président américain, quel que soit le président français, de toute façon, ils travaillent l'opinion publique, ils travaillent les cercles de pouvoir, ils placent leurs agents, ils recrutent des agents d'influence, etc. Ça, c'est, je dirais, intangible. Après, je dirais les démocrates. Alors, les démocrates ont réussi en Moldavie puisque la présidente sortante a été réélue. Ils ont échoué en Géorgie puisque c'est le parti au pouvoir, mais qui en fait est devenu pro-russe, qui a remporté les élections. Je dirais que le problème, c'est une question de tête. C'est-à-dire que si vous regardez les agents d'influence aujourd'hui américains revendiqués en France, par exemple ceux qui vendent la guerre en Ukraine, ils sont très clairement marqués côté démocrate. Il manque, je dirais, dans la sphère médiatique, en tout cas dans ce qu'on peut en voir, il manque les agents d'influence marqués Donald Trump sont pas encore présents. Donc peut-être qu'on va assister à un changement de tête. Ce qui est sûr, c'est que tous les agents d'influence pro-démocrates, enfin pro-américains, mais tendance démocrate de nationalité française, étaient, durant la semaine passée, paniqués à l'idée que Donald Trump puisse remporter l'élection présidentielle. Donc il y a quand même des nuances entre les deux, c'est pas les mêmes personnes et c'est pas exactement les mêmes objectifs. Ça va peut-être ébranler ce système, parce que justement ces agents qui étaient très engagés plutôt à tendance démocrate, est-ce qu'ils vont vouloir continuer de servir et de pousser les intérêts américains quand c'est Donald Trump qui se retrouve à la tête des États-Unis ? En fait, je pense que ces agents d'influence ne soutiennent pas la politique américaine. Ils soutiennent la politique américaine à partir du moment où elle est démocrate. Ouais, donc, ils ont en eux cette idéologie. Ce n'est pas seulement des gens qui sont recrutés comme ça. Ils ont en eux une idéologie qui correspond à l'idéologie du Parti démocrate. On voit bien que ce qui est proposé par Donald Trump en termes de politique étrangère leur est absolument insupportable. Et donc je ne suis pas certain qu'ils fassent le boulot pour Donald Trump. On va finir en parlant d'Elon Musk, puisque Elon Musk a quand même énormément poussé la campagne de Donald Trump. Ça a été l'un des piliers de cette campagne, je pense qu'on peut le dire. Il était énormément suivi par les Américains, notamment parce qu'il représente cette Amérique triomphante, cette Amérique qui évolue, qui envoie des fusées dans l'espace et même qui ensuite les rattrape sur Terre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui pourrait nous manquer en Europe, c'est justement un Elon Musk, une sorte de personnalité un peu héroïque qui fait rêver, qui réussit, qui va au-delà des règles établies et puis qui vient déranger justement toute cette bien-pensance. On en a quand même un exemple, c'est Vincent Bolloré, par son travail. On n'est pas obligé d'ailleurs d'apprécier l'ensemble des contenus du groupe Bolloré, que ce soit sur Canal+, sur CNews ou sur C8. Mais quand même, il a permis à cette France profonde, qu'on peut comparer peut-être à l'Amérique profonde qui a voté pour Donald Trump, d'être représentée dans la sphère médiatique mainstream. Et donc ça, même s'ils ont des parcours très différents et que voilà, c'est pas du tout les mêmes personnages, les mêmes personnalités, Vincent Bolloré a quand même changé la donne, de la représentation de cette France profonde dans la sphère médiatique. C'est à souligner. Maintenant, ce qu'il faut aussi souligner, c'est le rôle des médias alternatifs, aux États-Unis y compris. Alors Elon Musk a repris Twitter, ça a joué un rôle fondamental dans la campagne de Donald Trump. Bon, à notre échelle, on voit quand même qu'il se passe des choses et que d'ailleurs votre travail en est la représentation. Il se passe des choses et je pense que
malgré toutes les difficultés et malgré le temps que ça prend, il y a quand même des raisons de se réjouir et des raisons de pousser encore et de travailler encore plus fort. Oui, c'est quelque chose qu'on a noté en Allemagne aussi, justement. L'AfD, qui a remporté les dernières élections largement, s'est appuyée sur ces médias qui sortent justement des zones de confort, de la bien-pensance. Donald Trump a fait la même chose. L'avenir, ce sont les médias dissidents, Charles Danjou. En partie, il y a le rôle évidemment de CNews. Il y a un certain nombre d'émissions éventuellement aussi sur d'autres chaînes de télévision qui sont intéressantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens font un peu leur marché et vont chercher sur Internet ce qu'ils ne peuvent pas trouver sur BFM, sur TF1, etc. Quand on voit le traitement de l'information, on parle souvent de la guerre en Ukraine, mais par LCI ou par BFM, de la guerre en Ukraine, et j'ai eu l'occasion de faire quelques plateaux sur LCI au début de la guerre en Ukraine, quand on pouvait encore mettre un peu d'analyse et se permettre une prise de recul sur les... On voit bien que tous ces médias mainstream, quasiment, sont passés d'un seul côté et que c'est un véritable travail de propagande et que je dirais, ils ont l'honnêteté, le travail bien fait dans le viseur. Donc aujourd'hui, beaucoup de Français vont chercher sur Internet et iront de plus en plus chercher sur Internet l'information qu'ils ne peuvent pas trouver, les informations qu'on leur interdit sur le mainstream. On lance un appel aux responsables politiques qui se préoccupent de notre pays et de l'avenir de la France et plus largement de l'Europe à venir sur la radio. Il y en a encore quelques-uns qui sont un peu tièdes, mais c'est bien la preuve qu'il faut se reposer sur des médias comme le nôtre et puis comme le vôtre également, Charles Danjou. Quelques mots peut-être pour finir, conclure cette interview. Il nous reste 1 minute. D'abord, vous remercier du travail que vous faites, de l'invitation. On a été, je dirais, on n'était pas si nombreux à travailler sur cette vague Trump. Et donc aujourd'hui, finalement, l'actualité donne raison à notre travail. Et je crois qu'il faut accentuer encore la réinformation sur la sphère qu'on occupe, vous sur la radio, nous sur Internet et dans les kiosques avec le magazine. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite annonce. D'abord pour rappeler que le magazine est en kiosque. Vous pouvez le montrer rapidement puisque vous l'avez avec vous. Le retour Trump, l'Empire contre-attaque. C'est plus jamais que vrai, c'est vrai plus que jamais. Voilà, les analyses l'analyse du retour de Trump et de la vague qui a poussé sa réélection. Et puis la sortie d'un documentaire sur notre chaîne YouTube vendredi soir consacré à la contre-offensive russe dans la région de Koursk qu'on a réalisé il y a 15 jours, en première ligne avec les unités d'assaut russes dans la région de Soudja. Vous pourrez retrouver ces informations de terrain donc sur les chaînes YouTube d'Omerta et également on en parlera en début de semaine prochaine, chers auditeurs. Donc Charles Danjou, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour le début de la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On va continuer, chers auditeurs, de suivre ces élections américaines de près. Restez bien avec nous. Et Charles Danjou, donc à la semaine prochaine.